Ouais, il paraît que Joris va se pointer avec sa nouvelle bagnole là. Non, t'es sérieux? Oui, il doit venir aujourd'hui. Il m'a dit qu'il s'était chopé une sportive allemande. Surprise, motherfucker! Oh putain, il a pris une Golf GTI. À tous les coups, Oh la vache de la C'est qui ça? C'est quoi cette poubelle? C'est quoi cette merde? Oh la vache, c'est moche. J'espère que c'est pas Joris, hein. Non, Cadette, mais t'es ouf ou quoi? Il a dit qu'il venait en sportive allemande. Opel Kadett en liquide. Non. Non, 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 non. T'as pas moyen. Mais attendez. C'est une vraie sportive. 82 chevaux. Je sais pas. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Guten Tag les petits carachistes. Aujourd'hui on va tester la Dutch Qualität vue par GM. Je vous parle donc de l'Opel Kadett. Alors schnell, tous en voiture, ça commence. L'Opel Kadett, c'est un peu la Renault 9 et 11 allemande. Toutes les familles moyennes de l'Allemagne de l'Ouest l'ont connue et pour cause, c'était une valeur sûre, et ce depuis 1937. Oui, la Kadett existait déjà au début du XXe siècle, mais sa carrière fut écourtée en 1940 à cause de la Seconde Guerre mondiale, et l'Opel Kadett a finalement ressuscité sous le nom de Moskvich 400 car les rouges ont taxé au gris tous les plans et outillages. Du coup, il faudra attendre 1962 pour voir débarquer l'Opel Kadett A, qui sera remplacée en 1965 par la Kadett B, qui sera elle-même remplacée par la Kadett C en 1973 et qui se verra mise à la retraite par la Kadett D en 1979. Et hop, on va s'arrêter quelques instants sur la Kadett D, car c'est une pierre angulaire dans l'histoire du modèle malgré tout. Première Kadett à devenir une traction à moteur transversal, aux grandes dames des amateurs de sportivité du précédent modèle, qui utiliseront la C en rallye jusqu'au début des années 2000 quand même. Pierre angulaire également en ce qui nous concerne, car c'est elle qui du coup est la véritable maman de l'Opel Kadett E, modèle qui nous intéresse aujourd'hui. La E fit son apparition pour la première fois en 1984, une apparition remarquée grâce à une gamme super complète, composée de coach, de berline, de break avec des motorisations allant de 55 à 115 chevaux, et s'y rajouteront plus tard des cabriolets et des moteurs 16 soupapes. Modèle d'apparence très sage et pour cause, elle avait été étudiée afin d'avoir un CX le plus bas possible, mission réussie a priori avec 0,32 voire 0,32 CX pour les plus sportives. Et ça, plus son habitabilité et ses faibles consommations lui ont offert sur un plateau d'argent le titre de voiture de l'année 1985. Belle réussite marketing et surtout belle réussite commerciale du coup. Ses chiffres de vente se montent eux-mêmes à 3 779 289 bons de commande entre 84 et 91 voire même jusqu'à 93 car le cabriolet sera encore vendu jusqu'à cette année-là. Performance à saluer. Et l'effet qui se coule, c'est que, pour à peine plus de 5 briques, on pouvait se l'offrir la Kadett quand même. La pub en avait fait l'apologie d'ailleurs, je vous laisse déguster en intégralité ce spot délicieusement daté. Aujourd'hui, pour 200 balles, t'as plus rien. Stop, Opel Kadett. 200 francs par mois sur 13 mois. Premier versement, 13 770 francs. 1307 francs sur les 46 mois suivants. Ne brûlez pas votre argent. Roulez en Kadett. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la Kadett est toujours une putain de bonne affaire, qui permet de se faire plaisir à moins de 200 balles, la preuve avec ce modèle qui a été payé au final avec un verre de coca.
La moins bonne nouvelle, c'est que le look a vachement vieilli. Et si moi j'adore franchement son style désuet et sa ligne fuyante, qui est en fait un fin mélange entre un dessin massif typiquement germain et une ligne assez trapue au demeurant, il faut avouer qu'elle ne fait pas l'unanimité. Et pour cause, en étant objectif, la ligne n'a d'originalité au final qu'une continuité de la troisième vitre, qui prend la forme d'une fausse persienne en plastique, pas forcément du plus bel effet. La trappe à essence, elle, ne se cache même pas par une trappe, et les baguettes de protection, bien que très utiles, ne font qu'alourdir le dessin, avec un style discutable manquant de finesse. Pourtant, si on y regarde dans le détail, la ceinture de caisse se poursuit dans la ligne des vitres, et le haillon laisse apparaître un petit béquet embouti à même la pièce. Il y a eu un effort de style, c'est sûr, mais on est loin d'un croquis de Pininfarina. À l'arrière, le constat n'est pas meilleur. Le cul est plat, les feux n'ajoutent aucune signature particulière à l'auto, donc ne cherchez absolument pas l'originalité ici. Cette voiture fait dans le fonctionnel. On notera donc le petit effort de coquetterie sur le pare-choc, qui rappelle avec des stries le dessin des barrettes de protection latérales. À l'avant, cela dit, je la trouve plutôt réussie en fait. La face avant dispose d'une certaine personnalité qui tranche clairement avec la précédente génération. Et pour une auto sortie en 84, elle paraît même très futuriste. Jugez vous-même avec la concurrence en 84. C'était ça. À l'avant, elle nous propose donc des phares fuyants sur la calandre à barrette, le gros bouclier, un capot extra plat qui donne le sentiment d'une voiture à la fois économique et solide. Deux propos antagonistes à l'époque. À l'intérieur, par contre, c'est une toute autre choucroute. Tout d'abord, la finition est excellente et les matériaux de qualité. Les Opel modernes devraient clairement s'en inspirer d'ailleurs. Enfin, je dis ça, je dis rien. La sellerie ne donne pas forcément le sourire par contre, mais ne donne pas pour autant le cafard. Le kaki des plastiques mêlé au gris des tissus est en somme toute un mélange assez germanique, qu'on apprécie ou non. L'ergonomie est elle aussi très allemande, c'est-à-dire très bien foutue. Et si ce n'est des commandes de vitres électriques entre les sièges, tout tombe sous la main. Ou au moins sous les yeux. La meilleure preuve reste encore la forme des commodos et la sensation quand on les manipule, qui sont à eux seuls une synthèse de ce que je viens de vous dire. Concernant la vie à bord, le passager à l'avant pourra se vider les poches. Non, je voulais pas dire ça. Le passager aura de quoi vider ses poches. Enfin bref, il y a des grands rangements qui lui seront proposés. Il se verra installé dans un siège très agréable. Enfin, nous y reviendrons. À l'arrière, on n'est pas plus mal loti. La banquette est accueillante pour les gros séants. Croyez-moi sur parole. De plus, les genoux n'iront pas taper le dos de ceux qui sont devant et la tête ne touche pas le plafond, donc on ne risque pas une calvitie par frottement. Comble du luxe, les enfants à l'arrière disposeront chacun d'un cendrier pour fumer une gitane maïs sans filtre. Le tout sur le chemin de l'école. Cela dit, pas de vide-poche, ni d'accoudoir central, et l'espace au coude au niveau des portières est un poil juste. Quoi qu'il en soit, la place la plus recherchée est évidemment celle du conducteur. Laissez-moi donc vous la décrire du mieux que je peux. Déjà à commencer par le siège, qui maintient très correctement en plus d'être assez moelleux pour une allemande. Le réglage de la position de conduite est lui presque parfait. Il ne manque guère que le réglage du volant si on veut être tintillant sur le sujet. Une fois installé à la place du chef, on a donc une vue sur une très austère, mais néanmoins très fonctionnelle planche de bord. Le combiné d'instrumentation, lui, ne manquera pas de rappeler des souvenirs aux possesseurs de Ford Escort MK3, mais avec un je ne sais quoi d'âme en moins. Sans pour autant être le plus complet de sa catégorie, il propose tout de même le nécessaire et est facilement lisible, mais dans les faits, si ce n'est le contour, il ne propose pas grand-chose de sportif. Et ça tombe bien, car ce modèle n'en est pas une. Pour terminer au sujet de l'intérieur, sachez que le coffre n'est pas le plus grand de sa catégorie, mais quand même logeable avec un accès simple grâce à son haillon et son seuil de chargement assez bas, chose rare à l'époque. De plus, la banquette est rabattable en 2 tiers 1 tiers. Pour qui aurait besoin de déménager? Enfin bref, que demande donc le peuple au final? Bah le peuple, il demande un moteur, bordel. Alors Joris, fais péter le capot. Et niveau moulin, on est plutôt bien servi, car cette Kadett GL est pourvue d'un 1,6 litre S, fort de 82 poneys à 5200 tours minute et d'un couple de 133 Nm à 3200 tours minute. Il est alimenté par un carburateur à starter automatique.
ce qui permet à ce moteur de 1598 cm3 de mouvoir les 910 kg de la cadette très convenablement. La preuve la plus formelle reste le chrono, avec des perfs plutôt correctes. Le 0 à 100 est abattu en 10 secondes 9, le kilomètre départ arrêté est parcouru en 33 secondes 6 et la vitesse maximum est fixée à 172 km/h, soit peu ou prou les performances de notre R11 TXE national. Mention spéciale pour les bricolos, perso, j'ai adoré l'espace dans le compartiment moteur qui permet de tout faire très facilement. Et notez cette étrange cage d'Istrie. Trêve de chiffres et de ziotage, il est temps de rouler. Et la première impression, c'est le sérieux. Le démarrage se fait au quart de tour, dans un calme olympien. Pas de starter à tirer, pas de gaz à mettre, pas de vibration dans le bas des reins. Pour peu, on se croirait presque dans une voiture moderne à injection. On enfile donc la première et zou! Pour commencer, ce moteur se conduit de bien des manières. Il est très coupleux à bas régime et trouve un second souffle à 4500 tours minute, avant de fatiguer aux environs de 5800 tours minute. Du coup, n'ayez pas peur de la ville, il se relance sans avoir besoin de jouer de la boîte. Et l'autoroute ne lui fout absolument pas les chocottes. La cadette est en plus très bien insonorisée et avant de dépasser les 3500 tours minute, le moteur est réellement très discret dans l'habitacle. Un feulement se laisse deviner si on n'ouvre pas le papillon comme une brute. Manœuvre que ce moteur accepte avec plaisir à tous les régimes. Cependant, le tout est accompagné de quelques décibels supplémentaires si vous faites ça. Une merveille de polyvalence donc, bien que manquant un poil de caractère faute à une linéarité trop marquée. Ce qui ne m'empêche absolument pas de m'amuser avec, croyez-le. On enchaîne les rapports sur une boîte à l'étagement plutôt long. Pour preuve, en 5e, on est à seulement 3200 tours minute. Et pour parfaire le tout, sa commande est très confortable. Douce et précise, elle communique parfaitement le verrouillage des rapports sans excès de zèle. Elle ne vous coupera absolument pas dans votre élan. Très plaisante à l'usage, elle scie à merveille le caractère de cette berline. Tout comme la direction d'ailleurs, qui en plus d'être précise, est pourvue d'un très petit rayon de braquage qui facilite grandement les manœuvres. Elle est pas trop virile, de plus, et du coup, elle en est que peu fatigante à l'usage. Sauf en manœuvre, paradoxalement. Ne soyons pas mesquins tout de même, elle communique quand même parfaitement bien ce qui se passe aux roues, sans pour autant vous casser les poignets par des renvois non désirés. Et heureusement, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Partons donc à l'attaque des virages dans ce cas. Alors c'est parti, on accélère, on attend le premier virage, on tourne le volant, et là, putain, c'est la cata. Vous le savez désormais, au petit garage, on ne prête pas attention aux rumeurs de comptoir, car en général, elles s'avèrent fausses tout simplement. Et bien là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le train avant est vraiment fidèle à sa réputation. Il est très décevant. Les McPherson essaient de travailler du mieux qu'ils peuvent, mais le porte-à-faux important et l'inertie qu'ils provoquent font sous-virer la voiture peu importe le terrain du moment que l'allure est soutenue. Suite à un enchaînement de virages, on se rend facilement compte que l'inscription en courbe à haute vitesse est relativement difficile et nécessite une certaine anticipation, voire même une certaine réflexion quant à la charge à appliquer sur les pneus à l'avant. Dommage, car la motricité ne m'a pas paru si mauvaise de prime abord. Et c'est très dommage, d'autant plus que le classique train arrière à barre de torsion, lui, est soudé à la route et prévient le plus poliment du monde avant de décrocher. Il enroule vraiment très calmement. Ce qui au final permet de rentrer en virage sur les freins sans partir aux têtes à queue. Mais j'aurais préféré quand même que le train arrière se comporte plutôt comme l'avant et vice versa. Je me console au moins en me disant que mes vertèbres sont relativement bien isolées des aspérités de la route. Car cet Allemand casse au moins les rumeurs sur ce sujet. Elle reste très confortable et ce, sur tout type de terrain. Histoire d'enfoncer le clou, j'aime rajouter à cela que le talon pointe n'est pas une sinécure sur cette auto. Donc au début, vous serez obligé de composer, en plus du reste, avec un frein moteur conséquent. Ça, plus un train avant qui se la joue Holiday on Ice sur le bitume chauffé à 28 degrés, le tout en descente, ça a de quoi vous faire quelques sueurs froides. Croyez-moi, sur parole. Alors imaginez donc sur du mouillé ce que ça peut donner. Et pourquoi le talon pointe il est si difficile à faire au final là-dessus? Eh bien c'est simple, le petit pédalier décalé à droite amène mon talon directement sur un couloir en tôle. C'est surprenant, mais c'est surtout désagréable.
Rien d'impossible, certes, mais là aussi je trouve ça franchement dommage. Pour rattraper ce amas de mauvaises impressions, je peux tout de même vous causer des freins. Bien que peu endurants, ils sont relativement efficaces, la course à la pédale est correcte, et on n'a pas du tout une impression de frein spongieux, comme souvent avec les tambours à l'arrière, voire comme souvent dans les productions de la régie contemporaine. L'attaque est bonne, et il ne manque absolument pas de puissance. Bon point donc pour conclure cet essai. Cela dit, attention au blocage, qui intervient facilement à chaud et en appui. Rien de bien méchant, cela dit. En résumé, avec tous mes commentaires, vous allez penser que cette bagnole est sûrement une merde bien ratée. Eh bien non, l'Opel Kadett E 1,6 litre S GL, putain de nom à rallonge chez les Allemands. Bref, est et restera une très bonne berline confortable, mais pas une sportive. Et ceci explique sans doute cela. Le comportement est certes un poil décevant, mais pas non plus catastrophique par rapport à la concurrence. Elle était de plus relativement économique à l'usage avec des consos comprises entre 6,5 litres et 9,5 litres au 100, économique également à l'entretien, avec un moteur très costaud et très facile à entretenir. Et si vous avez une petite famille, sachez qu'elle est très habitable et son coffre est largement suffisant pour 4 personnes qui partent en vacances. Pour ne rien gâcher, elle est bien fournie en canasson. Au moins autant que les lasagnes Spangero. Ok, c'était une blague de merde ça. Bref, en gros, à part ce foutu train avant, moi, j'ai été agréablement surpris par le sérieux et la qualité de fabrication de cette voiture. Très performante, elle s'insère très simplement dans la circulation actuelle et vous permet par-dessus le marché de vous faire plaisir à des prix défiant toute concurrence. Son look et ses prétentions routières ne mettant pas en émoi des spéculateurs en tout genre. En tout cas, un grand merci à Joris pour le prêt de Thérèse. Pourquoi Thérèse ? Eh bien parce que... Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Bon bah les petits garagistes, voilà c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas j'espère que vous avez apprécié l'essai de cette belle Opel Kadett 1,6 litre. Merci Joris, combien de chevaux déjà ? 82. 82 et il paraît qu'ils sont tous là en plus. En Je tout cas, confirme. si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et liker. N'hésitez pas à émettre un avis ou un contre-avis sur la belle Opel Kadett qu'on a fait aujourd'hui. Magnifique. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, moi je m'en vais sur la banquette arrière. Au revoir les petits garagistes. On est bien. À profiter du moelleux allemand. Exactement.